Depuis la création de l'État d'Israël, on a le même style de juge. Yariv Levin, qui est un grand démocrate, dit la chose suivante: de la même façon qu'à la Knesset, je veux voir les représentants du peuple, il dit c'est la même chose à la Cour suprême. J'aimerais voir des Blancs, des Noirs, des Juifs, des Arabes, des Haredim, des pas Haredim, des gens de droite, des gens de gauche. Il faut que tout le peuple soit représenté et pas qu'on ait l'impression à chaque fois d'être jugé par les mêmes juges. Voilà. Nous sommes avec Joël Burstein, avocat de profession, et nous allons parler de la réforme judiciaire. Joël Burstein, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est là parce que, évidemment, entre les manifestations, les pour, les contre, ceux qui comprennent, ceux qui n'y comprennent rien, ceux qui croient comprendre. C'est vrai que la réforme, elle n'est pas simple. C'est très important que les gens comprennent cette réforme. Alors le but de cette réforme, en gros, c'est quoi ? Cette réforme, elle se divise en 4 sous-réformes. Il faut savoir que ça fait déjà plus de 20 ans que Yariv Levin travaille sur sa réforme, et ça c'est pour répondre à tous ceux qui pensent que la réforme viendrait pour essayer d'arranger les problèmes d'Aryeh Deri ou de Binyamin Netanyahou. Cette réforme, c'est vraiment une vieille histoire. Tout le monde en a parlé, tous les politiciens en ont parlé, que ce soit de droite, de gauche, du centre. En gros, il y a un consensus pour dire qu'il faut réformer le système. Maintenant, on va dire le hiatus vient du fait que tout le monde n'est pas d'accord sur comment le réformer. Bon, vous savez qu'en Israël, il y a donc les 3 pouvoirs. Il n'y a pas de Sénat en Israël, il y a juste la Knesset. Donc la Knesset, il y a 120 députés à la Knesset. On va dire que c'est le pouvoir législatif. C'est là-bas qu'on vote les lois. Il y a le pouvoir judiciaire, donc c'est les tribunaux israéliens et la Cour suprême. Tout d'abord, la Cour, on va dire la plus haute cour en Israël, mais c'est aussi la Cour un peu l'équivalent des cours constitutionnelles dans les autres pays. Et donc la Cour constitutionnelle qui s'appelle le Bagatz, Beit Hadin HaGavoa LeTzedek. Donc ça, garant de la Constitution, entre guillemets, que nous n'avons pas. Que nous n'avons pas. Il y a le pouvoir exécutif, donc là c'est le gouvernement en réalité, qui est bien sûr, comme vous le savez, donc les élections, on connaît le principe. Il faut qu'il y ait une majorité. Et il faut savoir aussi que la démocratie en Israël, elle tient beaucoup sur le fait qu'on peut faire tomber un gouvernement à tout moment. C'est-à-dire qu'il suffit que la semaine prochaine, on vote une motion contre ce gouvernement et que cette motion, elle est la majorité, et on peut faire tomber assez facilement le gouvernement. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un énorme clivage, c'est vrai qu'il y a un énorme débat, mais je pense que ce débat, il est légitime, je pense qu'il a lieu d'être, mais il est politique. Il n'est ni juridique ni judiciaire. Et la réforme de Yariv Levin, elle a son équivalent dans de nombreux pays, dans une trentaine d'États aux États-Unis. Quand on dépose une loi en Israël, il faut d'abord déposer ce qu'on appelle un tazkir achok. C'est en fait une présentation de la loi. Et dans la présentation de la loi, Yariv Levin, la première chose qu'il fait, c'est une étude de droit international comparative dans laquelle il explique comment ça marche dans les autres pays. Pour revenir plus précisément sur la réforme, il y a 4 grands points, je crois, dans cette réforme. Il y a 4 grands points dans la réforme, exactement. Le premier, c'est la composition, en fait, de cette commission qui va nommer les juges. Voilà. Donc, en 1953... la Knesset décide de voter une loi qui s'appelle Chok Yesod HaShfita. Donc c'est en fait la loi fondamentale sur le système judiciaire. Voilà, donc on n'a pas de constitution, mais nous avons des lois fondamentales. On a des lois fondamentales. Qui font office de constitution. Il faut savoir que le fait qu'on n'ait pas de constitution, ce n'est pas un hasard. C'est pas par malchance. C'est souhaité. C'est dû au fait qu'on est un pays jeune, que les gens qui ont créé ce pays savaient très bien à quel point les débats étaient extrêmement vifs et sensibles, et donc ils se sont dit on ne peut pas aujourd'hui faire une constitution qui va figer certains principes et qu'on ne pourra pas changer alors qu'on ne sait pas du tout où on va. En 1948, on était encore vraiment au tout début de l'aventure. Bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, donc ce Chok Yesod HaShfita, donc cette loi fondamentale sur le système judiciaire de 1953, donne en fait la possibilité à cette commission de nommer les juges, et cette commission, elle est composée de 9 personnes. Okay. Qui sont ces 9 personnes ? On a 3 juges de la Cour suprême, dont bien entendu le président de la Cour suprême. Okay. Nous avons 2 ministres, le ministre de la Justice et encore un autre ministre,
Donc ça fait déjà 5 personnes. Nous avons 2 membres du barreau israélien, donc c'est 2 avocats qui sont nommés par le barreau. Donc on est déjà à 7. Et on a encore 2 députés, un de la coalition et un de l'opposition. Donc on en a 9. Ça, c'est le système. Okay, tel qu'il est aujourd'hui. Tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est depuis 1953. Quand on dit que les juges en Israël sont de la même couleur, sont tous plus ou moins ashkénazes, laïcs, etc., ça vient de là. Exactement. Et pourquoi ? Là, c'est très simple. En fait, il y a 2 sortes de gouvernements en Israël. En gros, soit de droite, soit de gauche. Donc on va prendre les 2 possibilités. Si on a un gouvernement de gauche, que se passe-t-il ? On a 3 juges de la Cour suprême qui, en général, sont de gauche. On a 2 avocats qui, 2 jours après s'être assis dans la commission, vont se retrouver à la Cour suprême en train de plaider chez les 3 juges qui étaient avec eux dans la commission. Donc, en général, ils n'ont pas trop envie que les juges soient un peu contre eux, on va dire. Il faut savoir que c'est pas publié. Donc, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans c'est secret. C'est un peu la cooptation entre... des choses. Donc, c'est une des choses que Yariv Levin veut changer, c'est la publication. Enfin bon, ça, c'est encore un autre débat. Donc, on est déjà à 5 sur 9, 3 juges et 2 avocats, on est 5 sur 9. Mais qui sont a priori du même bord et du même bord monde. Et en général de gauche. Après, on a un gouvernement de gauche. Donc, les 2 ministres sont aussi de gauche, forcément. Donc, ça fait 7. Ça fait 7. Plus 2 députés, dont un de la coalition. Donc, c'est 8 sur 9. Donc là, c'est... Donc 8 contre 9. Dans un gouvernement de gauche, c'est complètement déséquilibré, tout le monde le comprend. Qu'est-ce qui se passe dans un gouvernement de droite ? Les 3 juges, ça reste les mêmes 3 juges, et ils sont toujours de gauche. Les 2 avocats, ça reste des avocats qui vont plaider chez ces mêmes juges, et qui en général sont du même bord, donc ils sont déjà 5. Après, c'est vrai qu'on a 2 ministres, qui eux sont de droite dans le cas d'un gouvernement de droite, mais ils ont encore un député, sur les 2 députés, qui est de gauche, puisqu'il est de l'opposition. Et donc, ça fait 6 sur 9. Donc, encore une fois, ils ont la majorité, même quand le gouvernement est de droite. Donc ça fait quoi ? Ça fait, en gros, que depuis la création de l'État d'Israël, on a le même style de juge. Yariv Levin, qui est un grand démocrate, dit la chose suivante. De la même façon qu'à la Knesset, je veux voir les représentants du peuple, il dit c'est la même chose à la Cour suprême. J'aimerais voir des Blancs, des Noirs, des Juifs, des Arabes, des Haredim, des pas Haredim, des gens de droite, des gens de gauche. Il faut que tout le peuple soit représenté et pas qu'on ait l'impression à chaque fois d'être jugé par les mêmes juges. Voilà. Et comme cette volonté existe à la Knesset, on veut la même chose pour la Cour suprême. Exactement. D'accord, donc ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point. Ok. Et maintenant, la solution d'Yariv Levin. Parce que sur ce point-là, tout le monde est d'accord. Même le juge Barak, qui a été interviewé il y a quelques semaines par un grand journaliste israélien, qui était une très très belle interview, et dans lequel on a vu à quel point c'était quelqu'un de sioniste, de sensible, et il ne faut pas en faire non plus un démon comme certains aimeraient le faire, mais on a vu qu'il avait quelques regrets. Il a dit plusieurs fois, peut-être nous nous sommes trompés. En fait, le but de Yariv Levin, c'est d'arriver à un équilibre. Le problème, c'est que ça fait depuis 1953 que c'est totalement déséquilibré. Donc si aujourd'hui, sur 15 juges, il y en a 12 ou 13 qui sont exactement ou pratiquement du même bord, aujourd'hui, pour rééquilibrer ça, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué ? Parce qu'on ne peut remplacer un juge que quand il arrive à l'âge de 70 ans. On ne peut pas renvoyer un juge. Voilà, donc c'est important de préciser qu'un juge est en place jusqu'à 70 ans. Voilà, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les coalitions et les gouvernements successifs vont se succéder plutôt, et les juges vont rester. Donc. La coalition actuelle a supposé qu'elle tienne jusqu'au bout, puisqu'on sait que c'est pas gagné d'avance en Israël. Elle va durer encore, disons, 4 ans et quelques mois, et 8 mois. Elle ne pourra changer que 2 ou peut-être 3 juges. C'est tout, sur les 15. Donc même si c'était vrai que la commission va nommer que des juges de droite, ce qui n'est pas du tout sûr. Mais supposons que ce soit vrai, en fait, il y aura 3 juges de droite en plus. Mais comme il y a 15 juges aujourd'hui, on sera encore très loin de rétablir l'équilibre. Et le deuxième argument qu'il faut soulever, c'est de dire que les gouvernements changent et les coalitions changent. Peut-être que la prochaine coalition sera une coalition de gauche, surtout si on dit que c'est la mort de la démocratie. Donc si vraiment on est à la fin de la démocratie et que tout le monde pleure, on n'attendra même pas 4 ans et demi pour les prochaines élections. On attendra 6 mois, on fera tomber le gouvernement comme on sait très très bien le faire en Israël, on aura un gouvernement de gauche parce que celui-là a été catastrophique et a amené à l'anarchie à la fin de la Médinat Israël, et le gouvernement de gauche, il aura sa commission qui nommera ses juges, et il y aura de nouveau des juges de gauche. Mais attention, pas les 15.
Seulement ceux qui pourront remplacer, qui seront arrivés à 70 ans. Et ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est aussi important de le dire, c'est que Yariv Levin a regardé en arrière. Et il dit qui étaient les ministres de la Justice ces 25 dernières années. Alors il y a Tzipi Livni, qui n'est pas de droite. Il y a Nissen Cohen, qui n'est pas de droite. Il y a Ayelet Shaked, qui, elle, oui, était de droite. Donc il y a des droites, il y a des gauches. Donc à chaque fois, on voit qu'il y a des gouvernements, parfois de droite, parfois de gauche. Et c'est là où il va établir l'équilibre dans la nomination de ces juges. Et donc, un des buts de cette réforme, c'est de limiter le pouvoir des juges. Comme tu l'as dit toi-même, en réalité, nous n'avons pas de constitution en Israël. Mais en 1992, on a voté 2 lois, des lois fondamentales, on les a appelées les lois fondamentales. Pourquoi lois fondamentales ? Parce que c'est les fondements, on va dire, des droits, qui donnent en fait, c'est un peu c'est comme une constitution. C'est la déclaration en fait. des droits de l'homme de l'État d'Israël, on va dire. Et donc on vote ces 2 lois en 1992 sans y voir une constitution. Et en 1995, sur un jugement du juge Aaron Barak, du même Aaron Barak, il se dit « je vais me servir de ces 2 lois-là, en tout cas d'une des 2, pour annuler une loi ». Et c'était, c'est vraiment technique, je ne veux pas rentrer dans le psaq-din de la Banque Mizrahi, le jugement de la Banque Mizrahi. Mais c'est ça un peu le paradoxe, c'est que c'est une loi qui est votée par la Knesset, par le Parlement. Par une majorité infime, c'était, je crois, après 3 lectures. 32 contre 23, donc c'est pas qu'il y a eu 90 contre 30, ok. Et c'est une loi qui est censée s'appliquer, puisqu'elle a été votée, validée, 3e lecture, Exactement. Tout est normal. Tout va bien. Le juge Barak, pour la première fois, se sert de la loi fondamentale pour annuler une autre loi votée par la même Knesset. Et après, ça a commencé à se renforcer quand le juge Barak a dit « à Kol Shafit, tout est justiciable, je peux me mêler de tout ». Bien sûr qu'il y a des juges qui étaient contre. Mais le problème, c'est que le juge Barak, il était tellement fort, et c'est vrai que c'est un génie du droit, et avec les années, on va dire, quand il est devenu président de la Cour suprême, il y a eu quelques juges qui faisaient un peu le contrepoids, mais très peu. Et sur les 15 juges de la Cour suprême, on va dire qu'ils étaient toujours, pratiquement, il avait toujours la majorité. Et donc, il a réussi à annuler beaucoup de lois, et surtout des lois qui étaient vraiment des lois... Beaucoup, pas énorme, une vingtaine. 22, c'est vrai, mais attention, ces 22-là, on ne compte pas les lois qui ne sont pas passées parce que les gens qui voulaient faire passer savaient déjà qu'elles ne passeraient pas. D'accord, donc il y a des gens qui se sont empêchés de... les conseillers juridiques à la Knesset disaient « mais laissez tomber, ça passera pas le bagatz, donc c'est pas la peine de perdre 3 ans ». Donc on a parlé de cet activisme judiciaire, on a expliqué qu'en fait ça amoindrissait la puissance, la force de la loi. C'est un peu ça l'argument, on va dire, de ceux qui sont pour la réforme de Yariv Levin. Maintenant, que disent les autres ? Alors les autres, ça qui est intéressant. C'est très simple, les autres disent « il nous faut un chien de garde. Il nous faut un contrepoids. Il faut un contre-pouvoir. Si les juges sont à majorité de droite et qu'il y a un gouvernement de droite, et là, les Israéliens, aujourd'hui, la mode, c'est de dire si jamais on voulait faire une nouvelle loi qui disait qu'il faut tuer tous les roux. Ça, c'est l'exemple que donnent beaucoup de professeurs de droit. Donc on tue tous les roux parce qu'on n'aime pas les roux. Donc imaginons une coalition qui dirait... Venez, on vote la loi maintenant de tuer tous les roux. On arrive à voter la loi puisqu'on a la majorité. Et là, où est notre chien de garde qui vient nous dire « Attention, là, c'est du n'importe quoi. On n'a plus de chien de garde puisque la Cour suprême, elle est entre les mains de la coalition. Et donc, la coalition et les juges, c'est les mêmes, c'est leurs copains. Et donc, on va tuer tous les roux. » Alors, est-ce que c'est comme ça dans la réalité ? Pas du tout, pour 2 raisons. La première raison, c'est celle que j'évoquais au départ, c'est-à-dire que les juges ne seront pas tous de droite, donc ça ne marchera pas. Et la deuxième raison, c'est que dans la réforme de Yariv Levin, et ça, il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, et c'est bien dommage, parce que ça figure noir sur blanc dans le texte de la réforme, on parle d'une possibilité de la Cour suprême d'annuler les lois. Donc, comme avant, il y a une possibilité, elle est toujours là, mais la seule différence, c'est qu'il faut que la loi soit annulée à 80% entre les juges. C'est-à-dire que s'il y a 15 juges, il va falloir que 12 sur 15 disent qu'il faut annuler la loi. Parce que tuer les roux, c'est vraiment inacceptable. Mais si on allait jusqu'à dire qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des fous, et Itamar Ben-Gvir, et des gens qui sont complètement extrémistes, peut-être dans 200 ans, puisque quand on fait une réforme... Donc ça, c'est un garde-fou, en fait, de dire que la loi, dans la réforme, il y a un garde-fou. Le garde-fou est toujours là, mais Yariv Levin, il dit il faut que ce soit... Il a monté le curseur. Il dit qu'il faut que ce soit un garde-fou que s'il y a des fous, mais pas s'il y a un débat politique légitime
et que ce débat-là, il va tendre à droite ou à gauche, et là, on va corriger ce déséquilibre entre la droite et la gauche grâce à la Cour suprême. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu le sentiment de Yariv Levin, c'est de dire, en fait, la gauche, aujourd'hui, elle est minoritaire en Israël, on le sait, aujourd'hui, les 64 sièges, c'est pas vraiment les 64. En vérité, on sait très bien qu'il y a Yemina, il y a Ayelet Shaked, il y a ceux qui n'ont pas passé le Achus Rassima, il y a Lieberman, qui est quelqu'un extrêmement à droite, qui lui prônait une révolution sur le système judiciaire. Donc on sait qu'il y a une grosse majorité sur la droite, et en fait, les gens de gauche, ce qu'il leur restait, en fait, pour pouvoir avoir encore un petit pouvoir, c'était la Cour suprême. Et aujourd'hui, on est en train de leur prendre ça. Alors, on va continuer avec le troisième point. Il y en a 4. C'est l'argument, entre guillemets, dont se servent les juges pour annuler les décisions gouvernementales. Alors, on a encore un problème de traduction, puisque ça s'appelle Ilat HaSvirut. Le mot Svirut, en hébreu, si vous regardez en dictionnaire, il y aura écrit probabilité, donc c'est pas du tout de ça qu'on parle. En fait, Ilat HaSvirut, c'est un argument qui en fait vient dire que la décision du gouvernement n'est pas acceptable, n'est pas raisonnable, n'est pas convenable. Et donc, ça donnait en fait le droit aux juges de la Cour suprême d'annuler une décision du gouvernement parce qu'elle n'était pas convenable. Le problème... C'est convenable, c'est subjectif. Voilà, ça c'est l'argument des gens de la réforme, donc de Yariv Levin, de Simcha Rothman, qui disent qu'est-ce qui est convenable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça va changer dans la réforme ? Complètement. Ils auront plus le droit, c'est écrit noir sur blanc dans la réforme. Il faut savoir que la réforme, on a l'impression que c'est 40 lois qui vont changer, etc. En fait, c'est une loi. C'est la loi de 1953 sur le système judiciaire qui change un petit peu. Il y a quelques lignes en plus qui se rajoutent. Et parmi les lignes, il y a cette ligne qui dit que cette Ilat HaSvirut, eh bien, les juges ne pourront plus s'en servir. D'accord, donc ça va disparaître. Alors, le dernier point, évidemment, le quatrième et dernier point, concerne les conseillers juridiques. Bon, le quatrième point, il n'a pas encore été voté. On parle des conseillers juridiques des différents ministères. Donc, chaque ministère a son conseil juridique, bien évidemment. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que le conseiller juridique n'était plus un espèce d'avocat ou de quelqu'un qui viendrait aider le ministre et son ministère à faire avancer sa politique et ses dossiers, mais plutôt quelqu'un qui viendrait être la police de ce ministère et de dire, c'est comme une espèce de juge et plus un avocat ou un conseiller juridique qui viendrait dire non, ça c'est pas légal et donc je t'interdis de le faire passer. Ça veut dire que le conseil juridique, du ministre lui dit bah non, tu veux faire passer cette loi, mais ça tu peux pas. Je pense qu'il va y avoir un certain compromis, je ne sais pas encore lequel, et il y a de la marge pour discuter. Il y a des tonnes d'idées pour faire des compromis, aussi bien pour la composition de cette commission qui nomme les juges. On peut rajouter des gens, on peut mettre des gens de l'académie, on peut dire qu'on peut changer les majorités dont on a besoin pour nommer certains juges. Je pense qu'il y a matière à discuter, et je pense qu'il y aura discussion. Et j'espère que le clivage, qui est un clivage plus, on va dire, idéologique, d'égo, de politique... Mais aussi un clivage par méconnaissance, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire ça ? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça, parce qu'aujourd'hui, le clivage, il est dans la Knesset. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les gens qui viennent manifester. Il y a un clivage à la Knesset, mais ce clivage, je pense qu'il est surtout politique. Ce n'est pas un débat de fond, c'est un débat dont on se sert, aussi bien à droite comme à gauche, d'arguments politiques. Ceux de droite, c'était toute leur campagne, et donc aujourd'hui, c'est le fruit de leur campagne. Ceux de gauche, qui étaient beaucoup pour aussi une réforme, tout d'un coup, ils sont anti-réforme. Je pense que le président a bien parlé. Je me prononce pas sur le fond de ce qu'il a dit. Ouais. Mais je pense qu'il y a moyen d'arriver à un certain compromis. Un certain apaisement dans la société. Un certain apaisement, exactement. Mais par contre, je pense pas qu'il faut crier au loup, et je pense pas qu'on est à la veille d'une catastrophe démocratique ou d'un anarchisme quel qu'il soit. Ça, je pense qu'on peut rassurer nos auditeurs. Merci d'avoir été là. Avec grand plaisir. Et pour ces explications. Et j'espère que ceux qui nous suivent auront mieux compris cette fameuse réforme du système judiciaire.